Les émeutes du 2 mars au Sénégal et celles en Afrique du Sud. Quelle lecture parallèle? Le nouveau code électoral et la loi sur le terrorisme et la propagation du variant Delta et ses conséquences sanitaires, économiques et sociales. Pour analyser toutes ces questions, L'Air du Temps reçoit ce dimanche Mohamedou Dia, journaliste, écrivain et philosophe, ancien correspondant du Soleil à Paris, et Balla Moussa Fofana, directeur de compte, Banque nationale de Canada, expert en planification et gestion de projets, diplômé de l'INPL, ancien conseiller technique du gouvernement, cabinet de la décentralisation. L'Air du Temps, c'est ce dimanche 18 juillet 2021, de 10h à 11h, sur iRadio 90.3. Avec Alassane Samba Diop. 18 juillet 2021, merci d'être à l'écoute de l'Air du Temps. C'est une journée exceptionnelle aujourd'hui parce que c'est l'anniversaire de l'un des plus grands Africains, sinon l'un des plus grands hommes d'État du monde, c'est Nelson Mandela. Nelson Mandela est né le 18 juillet 2018. S'il était avec nous aujourd'hui, Nelson Mandela aurait eu 103 ans. Nelson Mandela, donc, vous le savez, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui a conduit l'Afrique du Sud là où elle est aujourd'hui. Justement, ce débat d'aujourd'hui que nous allons aborder, Ironie du sort, parle de l'Afrique du Sud, de ce qui se passe là-bas depuis quelques jours, avec les émeutes qu'on a connues dans ce pays, après l'incarcération de Jacob Zuma, l'un des héritiers de Nelson Mandela aujourd'hui. Donc, le nouveau président Cyril Ramaphosa va faire une déclaration aujourd'hui. C'est que l'Afrique du Sud a connu depuis quelque temps et connaît quelque temps. Le Sénégal l'a connu il y a quelques mois, le 2 mars dernier. On a connu aussi des émeutes. Donc, quelle lecture pourrait-on faire de ces deux événements qui sont déroulés en Afrique dans des situations de crise? C'est avec plaisir que nous recevons aujourd'hui donc Balla Moussa Fofana, qu'on ne présente plus aux Sénégalais, expert, intellectuel sénégalais installé au Canada, qui a travaillé au Sénégal avant d'aller au Canada, s'installer là-bas et travailler aussi, et Mohamedou Dia, journaliste, qui a été le correspondant international du Soleil à Paris. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Balla Moussa, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Nelson Mandela. Il aurait eu 103 ans s'il était avec nous. En Afrique du Sud, depuis quelques jours, des émeutes ont éclaté. Au Sénégal, le 2 mars dernier, on a connu pratiquement la même chose, des émeutes. Quelle lecture parallèle peut-on faire entre ces deux événements? Merci beaucoup Alassane, c'est d'abord un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et d'être en face un aîné pour qui j'ai énormément de respect. Et j'en profite pour saluer tous vos éditeurs et téléspectateurs qui nous regardent. Alors, il faut être très prudent sur les parallélismes parce que c'est quand même deux pays aux trajectoires quand même très différentes. Ces deux pays aussi, on parle de Jacob Zuma qui est un ancien président en face qui fait face à un processus de reddition des comptes et qui aujourd'hui entraîne des soulèvements. Ce qui s'est passé au Sénégal a été déclenché par un opposant qui a fait l'objet d'accusations et donc c'est un peu différent. Par contre, si on cherche des éléments qui nous permettent quand même de faire un parallélisme, il faut comprendre qu'on est dans des sociétés démocratiques. Des sociétés démocratiques et des économies quand même qui ont énormément de défis. Donc ça, c'est quand même deux points communs. Et dans les sociétés démocratiques, il y a 4 éléments que moi j'aime bien analyser qui permettent de stabiliser ces sociétés. Premièrement, il faut que les régimes en place puissent atteindre ces objectifs de développement humain, que les populations aient le sentiment que les promesses qui ont été faites, qui ont été validées, sont en train d'être réalisées, ce qui n'est pas le cas quand on regarde le Sénégal avec les résultats qu'on a eus sur le plan d'émergence et même en Afrique du Sud où on a des zones où le chômage est à 32%. Donc, il y a un enjeu économique qui est là. L'autre élément dans les sociétés démocratiques que moi j'aime regarder, c'est la liberté des individus. C'est-à-dire que l'État, il est là, mais on est dans des sociétés où il faut laisser à l'individu cette liberté, cette possibilité de pouvoir s'élever, de pouvoir aller chercher des revenus, du savoir, être véritablement responsable de sa condition, bien qu'en face, on peut avoir un État qui pourrait ne pas atteindre ses objectifs économiques. Mais il y a 2 autres éléments qui sont très importants. C'est quand on a dans l'opposition des gens qui expriment des projets possibles, des futurs possibles, cela donne espoir. Ça permet aux populations, même s'ils ne sont pas satisfaits du résultat du régime, ils ont espoir parce que dans l'opposition, ils peuvent entendre des projets de société différents qui leur donnent de l'espoir. Et enfin, l'élément le plus important, c'est qu'il faut que la société
reste purement une société démocratique. C'est-à-dire qu'il faut que le peuple ait le sentiment qu'ils sont encore au centre du pouvoir et qu'ils peuvent décider de sanctionner un régime et de faire un choix dans l'opposition. Quand on a cet équilibre-là entre un régime qui fait un bilan ou pas, des populations qui ont des libertés et qui peuvent se débrouiller en attendant, une opposition qui porte véritablement des projets de société qui peuvent intéresser, et qu'on ait le sentiment qu'on a une justice, un processus électoral et des lois qui permettent aux citoyens de pouvoir changer, il peut y avoir stabilité. Maintenant, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons le coronavirus, une pandémie qui est aujourd'hui en train de saper le bilan économique de tous les pays. Mais le plus grave encore, c'est qu'il y a une restriction des libertés. Et là, les libertés sont fondamentales dans une société démocratique. C'est la liberté d'aller chercher ses revenus le matin, c'est la liberté de s'exprimer. Quand on demande aux gens de rester chez eux et qu'on n'est pas capable de compenser cette perte-là, et que parallèlement, pour le cas du Sénégal, nous avons un régime qui, malheureusement, quand on regarde les trois grandes forces de l'opposition, les libéraux ont perdu leur candidat, les socialistes ont perdu leur candidat, et Ousmane Sonko a failli y passer. Donc, on comprend tout de suite que les émeutes au Sénégal, c'était l'objet d'une dynamique sociale quand même assez complexe. On a un régime qui, sur sa stratégie d'émergence, quand même, a énormément de contradictions. La restriction des libertés sans pour autant compenser les pertes. Une opposition de plus en plus muselée. Et enfin, des lois, la loi électorale qu'on change, la justice. Tout ça, ça crée un sentiment de frustration et une petite goutte d'eau peut faire véritablement déborder. Est-ce que justement, ce qui se passe aujourd'hui dans nos deux pays, en Afrique du Sud et au Sénégal, c'est ce qu'on appelle le citoyen au cœur du processus démocratique? Je dois commencer d'abord par saluer donc M. Fofana qui nous fait l'amitié d'être là aujourd'hui, de remercier Alassane Samba qui m'invite de temps en temps. La dernière fois, c'est il y a 3 ou 4 mois. Sinon, je ne fréquente pas particulièrement les plateaux télé. Et ensuite, évidemment, tous les auditeurs qui sont en train de nous suivre. Comme a commencé M. Fofana, son discours a été un discours calibré, jusque vers la fin, parce que le débat doit être toujours un débat rationnel. Et effectivement, comme il le dit, dans les sociétés démocratiques, le plus important, c'est la liberté. La liberté est fondamentale. Même si les gens utilisent cette liberté de manière irrationnelle, parce que c'est aussi ça le propre de la liberté. En philosophie, évidemment, cette liberté-là, elle se définit d'abord et avant tout comme liberté de choix. Et les sociétés démocratiques permettent ce choix-là. Le moment venu, c'est-à-dire à intervalles réguliers, etc. Pour le parallèle, il y a un problème. On ne peut pas faire un parallèle à proprement parler entre les émeutes en Afrique du Sud et les émeutes qui ont eu lieu au Sénégal. L'Afrique du Sud, c'est un pays que j'ai beaucoup... Le soubassement, c'est pas la crise économique qui frappe les pays pauvres? Oui, il y a toujours la crise économique quelque part, puisque c'est ce que dit le marxisme, et ça, jusqu'à présent, personne ne peut le nier. L'Afrique du Sud est un pays qui vient de loin. L'autre jour, j'ai écouté une chaîne de télé de la place et ils ont fait une analyse sur cette situation. J'ai attendu jusqu'au bout un débat sur l'origine des multiples crises qui secouent encore l'Afrique du Sud. Mais cette origine, c'est l'apartheid. C'est la présence des Blancs depuis 1652 dans ce pays, où ils ont massacré les populations, institué un régime d'une férocité mais impensable, etc., etc. Et cela continue. J'étais en Afrique du Sud en 1994 lors de l'élection de Mandela. J'ai eu la chance de parcourir l'ensemble du pays plus ou moins. En tout cas, j'étais dans les 3 zones, Pretoria, Johannesburg, ensuite Cape Town en bas et chez les Zoulous, chez M. Zuma. Et donc les gens étaient dans une sorte d'euphorie, l'indépendance, comme ici certainement dans les années 60 pour ceux qui ont vécu cette période. C'est malheureusement pas mon cas, j'étais tout petit. Et donc, mais ces espoirs ont été déçus parce que là, le pouvoir noir, Mandela a fait un mandat, il s'est retiré parce qu'il était un peu âgé, il aurait pu continuer. Mais il n'a pas pu, c'était impossible en un mandat de le faire, d'enclencher une dynamique non seulement de réconciliation nationale, mais une réconciliation nationale par le développement économique. Absolument. Parce que si les Noirs ne se retrouvent pas, comme on dirait en Wolof, dans
l'évolution économique du pays, mais ça ne peut pas marcher. Et c'est le cas aujourd'hui. Encore aujourd'hui, il y a à peu près, les derniers chiffres que j'ai vus, voilà, 4, quelques millions de blancs, qui représentent à peine 7%, un peu plus de 7% de la population, mais qui tiennent l'économie du pays. Et les Noirs, donc sur 57 millions d'habitants, gardent vraiment la portion congrue. Et un Ramaphosa, qui est milliardaire, je crois, est très mal placé pour susciter cette adhésion populaire. Et Zuma l'incarnait après Mandela. Zuma l'incarnait pourquoi? Parce que Zuma est issu donc de ces classes populaires-là, n'a pas fait des études extraordinaires, mais il avait cette fibre. Il représente les Zoulous et toute la population, disons, voilà, qui se battait. Et Zuma a un ancrage populaire, mais qui est réel. Mais pourquoi l'humilier? Pourquoi le mettre en prison pour 18 mois alors qu'il a presque 80 ans pour une affaire qui remonte à 1999? On aurait pu trouver une formule, le condamner. On a condamné Chirac en France à la fin de sa vie, mais il n'a jamais fait la prison. Sarkozy est entre les procès en ce moment. Balladur a finalement été acquitté. Mais la justice, ce n'est pas la vengeance. La justice ne peut pas être la vengeance. La justice doit être équité et équilibre. Oui. Et là, en Afrique du Sud, vraiment, on a passé les bornes et ça a créé ces émeutes. Mais est-ce que la question de fond, si on compare les deux pays avec le Sénégal, c'est la façon de gérer le pays sur le plan économique, sur le plan de la justice, qui peut faire dériver les choses? Absolument. Moi, c'est ce que je dis. La répartition des richesses, elle est fondamentale. Je vous donne un exemple. 80% du plan d'investissement prioritaire du plan Sénégal émergent a été orienté vers des secteurs où les Sénégalais n'étaient pas du tout. Aujourd'hui, on est en 2021. L'autosuffisance en oignons, on ne l'a pas réussi. Au contraire, on produit. Mais en même temps, on ouvre le quota à des produits étrangers et finalement, tout l'effort des Sénégalais tombe à l'eau. On parle encore d'autosuffisance alimentaire en moutons. Pourtant, le mouton, c'est un chiffre d'affaires quand même intéressant. 25% de ces montants-là est capté par les pays de la sous-région. Alors qu'on est un pays de pêcheurs, d'éleveurs et d'agriculture. Et jusqu'à maintenant, on n'est pas capable de produire suffisamment pour transformer suffisamment. Ce sont ces inégalités-là, ces façons de faire qui créent un sentiment de révolte. C'est ça. Le Sénégalais est un entrepreneur né. C'est-à-dire que 90% des Sénégalais n'attendent pas de l'État. Quand ils se lèvent, ils sont dans la rue, dans les champs, ils se débrouillent. Mais si vous vous débrouillez pour produire quelque chose, mais à la fin, c'est le produit étranger qui est valorisé. Vous ne pouvez pas vous financer par les banques. Vous n'avez pas de subvention. Quand vous êtes dans cette logique-là, mais vous vous dites, mais finalement, je ne compte pas sur l'État, je me débrouille, mais en même temps, je ne peux pas produire des oignons et voir l'oignon d'autres pays qui viennent. Je vous donne un exemple au Canada, par exemple, et j'en finance des agriculteurs canadiens, mais quand ils viennent vous demander un financement, ils vous sortent un quota de production. Donc, ils ont un quota, donc leur marché est fermé, chaque agriculteur a un quota, ils viennent avec des titres fonciers, ils sont propriétaires de leur terre, et ils viennent avec un inventaire fait par un comptable du nombre de bêtes qu'ils ont. Donc ces gens-là, pour les financer, c'est facile. Aucune banque n'a peur de les financer. Mais ce qui se passe dans ce pays, si moi j'avais financé des producteurs d'oignons, et à l'heure où ils doivent vendre et me payer, je me rends compte que maintenant le marché est inondé, ils ne peuvent plus me payer. Comment voulez-vous que maintenant les organismes de microfinance puissent accompagner ces Sénégalais-là? Donc, le problème, l'instabilité, dans un système démocratique, le régime peut avoir des contre-performances, surtout avec la pandémie, c'est pas évident. Mais il faut quand même protéger certains marchés, certains secteurs, parce qu'il en va vraiment des besoins de chaque Sénégalais. Ça, c'est important. Il faut respecter l'opposition, parce qu'on a besoin que des gens expriment certaines frustrations et proposent des alternatives. Ça donne de l'espoir, mais il faut surtout avoir un système démocratique clair, que le jeu politique reste entre les mains du citoyen. Si vous enlevez la pain de la bouche, si vous enlevez les espoirs futurs et si vous enlevez le système démocratique aux populations, mais écoutez, attendez-vous à avoir de sérieux problèmes quand il y a des contextes où, comme je le disais tout à l'heure, une goutte peut faire déborder. Oui, vous avez un contexte de pandémie où la crise s'est installée, les ressources ont diminué. Si on prend le monde rural aujourd'hui, la plupart des immigrés qui envoient de l'argent sont frappés par la pandémie en Europe et sont confinés. Ils ne peuvent plus envoyer de l'argent.
Vous allez à l'intérieur du pays, les gens n'ont plus les moyens de s'en sortir. Et dans ce contexte bien précis, et si l'État ne prend pas de responsabilité, et forcément il y aura des émeutes. Non, mais l'État a déjà pris ses responsabilités de ce point de vue-là, parce que vous vous rappelez bien que dans le fonds de résilience, il y avait une partie qui avait été même affectée aux immigrés. Il y a 16 milliards, je crois, qui avaient été pour aider les immigrés qui étaient dans la difficulté. Ce que vous dites là, concernant par exemple les libertés démocratiques dans ce pays, jusqu'à preuve du contraire, quand même, les libertés démocratiques sont là, les gens peuvent manifester et vraiment voter librement, etc. Ça, je ne pense pas que ça soit le sujet. Mais sur le plan économique, le problème est plus complexe. En même temps, on veut protéger, mais nous sommes dans un marché mondialisé. Il y a une certaine liberté de prix jusqu'à un certain point. Il est vrai que les pays les plus puissants, les États-Unis y compris, la France, etc., le Canada, font de la protection. Ah oui. Ils la font parce qu'ils en ont les moyens, disons, les États-Unis, à la fin des fins, je me rappelle d'un célèbre article de l'époque, dans un magazine d'ailleurs qui s'appelait Newsweek, je crois qu'il n'existe plus, où un théoricien américain qui s'appelait George F. Will avait dit que finalement la force du dollar américain, c'est pas la bourse ou l'or qui est déposé à Fort Worth, etc. En fait, c'est l'armée américaine et sa force. Voilà, les Américains ont la planche à billets, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils l'ont fait déjà, d'ailleurs pour dès qu'ils ont un problème. Ici, l'État comme un exemple, avec le poulet, ils sont arrivés à fermer le marché. Pourquoi ils ne le font pas avec l'oignon aussi? Mais, bon, ça dépend, je ne sais pas, mais en tout cas, je ne sais pas, je ne suis pas économiste, je ne sais pas pourquoi ils ne le font pas avec l'oignon. Ce que je sais, c'est qu'il y a un problème culturel de consommation au Sénégal. Parfois, les femmes sénégalaises préfèrent certains produits étrangers. C'est valable pour l'oignon, c'est valable parfois même pour le riz. Les femmes sénégalaises sont capables au toucher de vous dire que ce riz-là est pakistanais, thaïlandais ou que sais-je. Et faut faire de la pédagogie peut-être, voilà, apprendre aux gens. Le riz de la vallée, mais c'est la croix et la bannière. Il faut que nos femmes changent de mentalité et que peut-être nos produits aussi soient améliorés pour que... Il y a un travail à faire. Je suis d'accord sur ce point. Je ne critiquerai pas les femmes sénégalaises, je critiquerai la qualité de nos produits. Ouais. C'est-à-dire que le producteur d'oignons, s'il n'est pas accompagné par des techniciens qui lui disent le marché en ce moment, vous savez, il faut qu'on organise ces pays en territoire et qu'on parle d'économie des territoires. Il faut qu'on s'approche des producteurs locaux pour les informer sur les tendances du marché, qu'est-ce que veut le consommateur, quelles sont les variétés que vous devrez produire pour pouvoir mieux le conserver, mieux l'écouler. Et je suis vraiment désolé sur ce point. Le régime ne fait pas d'efforts quand il s'agit de protéger l'homme d'affaires sénégalais, le marché sénégalais. Nous ouvrons notre marché beaucoup trop facilement. Je vais vous donner des chiffres simples. En 2001, la fiscalité et la douane, donc ce qu'on prenait des économies, la fiscalité et la douane représentaient environ 65% du budget. En 2009, donc un an après, représentaient 70% du budget. Donc ça, c'est vraiment l'économie qui générait ça et permettait le financement. En 2015, c'est tombé à 55%. On a tellement eu recours à l'emprunt qu'on a oublié d'accompagner ceux-là qui font des salaires, qui font des bénéfices et qui font de l'exportation. Et si on continue dans cette analyse, si on regarde maintenant la fiscalité, ce qui vient de l'impôt sur les salaires, sur les bénéfices et des transactions économiques, ce qui se fait dans ce pays-là, en 2001, c'était 46% du budget qui était financé par nos recettes qui venaient de notre économie. En 2009, 47%. Aujourd'hui, si je prends les chiffres de 2021, on se targue d'une douane qui nous a rapporté 1000 milliards, mais la douane, c'est l'entrée de produits finis. C'est 35% que la douane maintenant contribue. Et si on regarde tout ce qui est impôt sur les salaires, les bénéfices et les taxes, c'est à 39%. Donc vous voyez que notre économie est en train d'être submergée par des produits. On se suffit de taxer au niveau de la douane. On oublie que les bénéfices, les salaires et les transactions réalisées dans ce pays sont beaucoup plus porteurs de richesse. Et les recettes douanières veut dire la fermeture d'entreprise. C'est ça. Si la douane fait beaucoup de taxes, c'est l'entrée. C'est qu'il y a beaucoup qui ont fermé. C'est ça. Et durant le coronavirus, ce que les gens n'ont pas compris, c'est qu'en demandant aux gens de rester chez eux, le capital qu'ils avaient et qu'ils faisaient rouler à travers leurs activités, ils ne peuvent plus sortir. Qu'est-ce qu'ils font? Mais ils consomment ce capital-là. Ils ne peuvent plus produire. Ce qui faisait des chaussures, tous ces produits-là. Et cette analyse-là, juste, je veux terminer ce point. Cette analyse-là, on ne peut pas réfuter. C'est les chiffres qu'ils montrent. La douane est en train de faire énormément. Et quand j'entends un ministre de l'économie et des finances ne pas être capable de faire cette relation avec les chiffres pour dire, attendez, nous avons un marché. Les Sénégalais profitent de moins en moins de ce marché. Ce sont les étrangers qui en profitent. Et cela se voit quand vous regardez l'oignon, pommes de terre, même le poulet. À un moment donné, il a fallu que les gens se lèvent pour dire que ce n'est pas possible quand même. Pour des poulets, il faut quand même qu'on protège ce marché. Et
Ce que nous disons, mais c'est ce que le Canada fait, c'est ce que la France fait, c'est ce que tous les pays font cela. Et tout à l'heure, quand je parlais des libertés démocratiques, pour moi, la liberté démocratique, ce n'est pas uniquement le fait de pouvoir se lever et de protester ou de venir sur le plateau d'Alassane Samba Diop et de dire son point de vue. La démocratie, c'est quand on permet aux citoyens de s'organiser en association, de mettre en place un parti politique, de présenter un candidat et d'aller aux élections. Mais ce processus-là a été brisé. Les socialistes, on a vu qu'on a éliminé leur candidat. Pourtant, c'est quelqu'un qui avait quand même le satisfecit des contrôleurs de la République. On lui a demandé de changer une règle de comptabilité et pour être dans le milieu des finances, je comprenais plus ou moins ce qu'il voulait dire. On a vu le candidat des libéraux être éliminé et on a vu comment Ousmane Sonko a failli y passer. Donc, quand on tue la démocratie, ce n'est pas uniquement la liberté de manifester. Non, c'est de laisser les populations la possibilité de choisir un candidat. L'élimination systématique de candidats dans ce pays est quand même problématique. Et ça, il va falloir régler ce problème. Oui, ça nous permet d'entrer dans le deuxième point de notre débat, c'est le nouveau code électoral, la loi sur le terrorisme. Et déjà, beaucoup d'opposition estiment que ces lois mises en place, il n'y a pas grand-chose qui a changé, qu'on a fait un dialogue pendant des mois et des 2 ans, sans rien, et qu'on a fait juste les articles L31, L32 qui concernent les candidatures, font qu'ils sont toujours là. C'est une façon d'éliminer encore des adversaires. Mais non, pas du tout, pour une raison très simple. C'est-à-dire, il faut que je parle d'abord de l'économie avant d'arriver à ça. Vas-y. Le problème économique au Sénégal est un vieux problème. Cette histoire de hommes d'affaires locaux qu'il faut aider, qu'il faut soutenir, le président Senghor l'a fait le premier, le président Abdou Diouf en a fait de même. On a même lancé toutes sortes d'opérations maîtrisards, etc. On a vu ici, vers la fin des années 80, pratiquement la quasi-totalité des banques du pays fermées, en faillite. Et à la suite de ça... Pourquoi ? Ils ne payent pas leurs dettes. Non, mais le comportement des Sénégalais, il ne faut pas l'oublier. Les gens empruntent, ne remboursent pas, etc. etc. Il y a tout ça, toutes ces entreprises qui étaient là qui ont fermé. De Bata, on peut faire une longue liste d'entreprises qu'on crée et qui échouent. Et ces maîtrisards qu'on avait financés, ça s'est terminé comment ? La banque comme la Sonaga qui était là pour ça, pour la consommation, il y avait la BCS, la Banque sénégalo-coétienne, Daralman, l'USB, l'Union de banque, la BIAO, toutes fermées. La Sonadis ? Sonadis, n'en parlons pas, pour la distribution, etc. Pourquoi à chaque fois qu'on fait des initiatives comme ça échoue ? Ça aussi, nous devons nous poser la question. Maintenant, pour en revenir aux opposants, aucun opposant n'a jamais été empêché ici d'être candidat. Si c'était le cas, Abdoulaye Wade ne serait jamais président de la République du Sénégal. Combien de fois il a été mis en prison, Abdoulaye Wade ? Il en est sorti, il n'a jamais perdu ses droits. Alors, en 1992, il y a un code électoral consensuel qui a été voté par Khalifa Sall lui-même, pour parler de lui. Et ce code n'a pas varié, il n'a pas changé d'un iota en ce qui concerne les articles dont on parle. Le nouveau code n'a pas changé une virgule. Ça, c'est un fait que personne ne peut réfuter. Aucun. Je peux quand même juste apporter, je reprends les mêmes termes qu'il a utilisés. Allez-y. Abdoulaye Wade a été en prison. Plusieurs fois. On l'a même accusé de meurtre dans ce pays. Oui. Il n'y a pas plus grave que ça. Mais pourtant, il a pu participer aux élections. Ouais. Khalifa Sall a été... Il n'y a même pas eu d'accusation. C'est un rapport qui est sorti pour dire que la caisse d'avance utilisait des principes archaïques. Et en comptabilité, je sais, quand on demande à un comptable de confectionner des pièces comptables parce qu'il ne peut pas justifier, ça existait. Mais maintenant, c'est révolu. On ne le fait plus. Une recommandation, il va en prison. Et quand il va en prison, on change le code électoral pour qu'il perde ses droits. Karim Wade, pareil. Wade a été en prison. Il n'a jamais... Wade, je reprends vraiment ces termes. Wade a été en prison. Ça ne l'a pas empêché d'être candidat et de gagner. Ici, tout homme politique qui a eu affaire avec la justice, on a changé le code électoral. Ce que je dis là, quand même, c'est pas... Non, ce que vous dites n'est pas complet. Quand Karim Wade a été emprisonné, quand il est sorti, il ne pouvait plus participer aux élections. C'est des faits. Je n'invente absolument rien. Deux candidats qui ont eu affaire avec la justice, qui n'ont pas pu participer. Wade a été en prison plusieurs fois. N'a jamais subi de procès. Il n'y a pas eu de procès et de condamnation. Oui, mais... c'est ça la différence. La différence fondamentale est qu'entre les deux, des articles du code ont été changés. Pour les inscrits, les non-inscrits, vous vous souvenez de cette histoire? Inscrit peut être inscrit, ne peut pas être inscrit. On peut dire ce qu'on veut. Non, vous mélangez les... Allez-y, il mélange les choses. On va ramener les choses telles qu'elles sont. Les choses telles qu'elles sont, c'est qu'Abdoulaye Wade n'y a jamais eu de procès et de condamnation définitive. Une condamnation, c'est ça.
les articles là, c'est concernant les gens qui ont été condamnés. Il a fait plusieurs fois la prison, mais il n'a jamais été condamné. Ça s'est réglé politiquement. Au niveau de la prison, on l'a sorti avant qu'il n'y ait de procès. C'est ça le problème. Maintenant, Khalifa Sall, mais lui-même a voté ce code électoral consensuel. Et ce code électoral consensuel, Abdoulaye Wade a dirigé le pays pendant 12 ans. Ce code était là, il ne l'a pas changé. Et maintenant que ça tombe sur son fils, il y a un problème. Mais ce problème, on aurait dû y penser et changer le code auparavant. Ça n'a pas été le cas. Maintenant, il y a une question qui est légitime, qui est celle-ci, d'un point de vue principiel. Une condamnation ad vitam aeternam, ça c'est un problème, sauf peut-être pour ceux qui ont commis des meurtres et pour des crimes comme ce qu'on appelle des crimes de sang. Voilà, des crimes de sang ou des crimes qui sont, comme par exemple les nazis à Nuremberg, etc., où vraiment la personne, il y a une déchéance carrément qui frappe la personne qui est condamnée et qui ne peut plus ni être candidat, ni être donc du point de vue principiel, Karim Wade et Khalifa Sall peuvent retrouver le droit. Absolument, si et seulement si, là on fait de la mathématique, si et seulement si le dialogue se poursuit. Et le ministre de l'Intérieur qui était à l'Assemblée nationale a dit que le dialogue se poursuivait, qu'il y avait des points de dialogue. Il y a eu 20 mois de dialogue, 20 mois. Il y a eu 165 rencontres. Donc ce président de la République, quand même, on ne peut pas l'accuser de ne pas vouloir le dialogue. C'est lui qui l'a initié, alors que rien n'y l'obligeait, il venait de gagner les élections en 2019. Maintenant, sur la base du dialogue au Sénégal, on a réglé toutes sortes de problèmes. Et ce problème-là pourrait, donc, à mon avis, être réglé de ce point de vue-là. Mais il faudrait que les gens se rabibochent, discutent sereinement et calmement. Il n'y a pas d'autre issue que ça, parce qu'il y a un code qui est là, et qui a été signé à l'époque. Abdou Diouf, qui était le président de la République, avait dit qu'il ne changeait pas une virgule. Il n'a pas changé une virgule. Abdoulaye Wade est venu 12 ans, il a laissé faire. Il a laissé comme ça. Mais voilà le code. Justement, M. Fofana, je peux ajouter un truc. Le Sénégal qui était connu comme étant un pays de dialogue, de discussion, où même s'il y a des contradictions, qu'on arrive à un moment à se poser, à se parler pour préserver le Sénégal de toutes les parties. Est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas dans une situation manichéenne où on est avec Jean ou avec Paul? On est dans une situation où on ne se parle pas et c'est pas bon pour le pays. C'est pas bon pour le pays. Et vous savez, c'est très dommage qu'on soit toujours sur des questions de personnes. Khalifa Sall, Karim Wade, Ousmane Sonko. Pour moi, les règles du jeu doivent être claires. Pour tout le monde. Quand on est des gentlemen, quand on arrive au pouvoir à travers un code, on laisse le code tel qu'il est. Et les modifications qu'on peut apporter doivent faire l'objet d'un consensus. Et il faut avoir l'honnêteté de dire que depuis que Macky Sall est au pouvoir, nous ne sommes pas dans ce cas de figure. Nous avons vu le parrainage. Le jour où on a voulu voter cette loi, mais le pays était quadrillé, mais on l'a vu. Personne n'est aveugle ici, on l'a vu. On a vu comment des candidats ont été éliminés. Le parrainage a servi à mettre de côté des personnes quand même qui avaient la possibilité d'exprimer un discours. Ce qu'on a vu depuis ces 10 dernières années, moi j'étais ici, j'étais conseiller technique du gouvernement, je voyais ce qui se passait. Quand même, c'est extraordinaire. Et ça, c'est grave, parce qu'on enlève aux citoyens cet espoir ou cette conscience qu'il est le maître du jeu. Que sa carte d'électeur est ce qui va faire sanctionner positivement ou sanctionner négativement. Parce qu'on change les règles du jeu. La justice, on se pose des questions sur l'indépendance de la justice. On se pose des questions sur... Même quand on met en place une loi aussi normale que le terrorisme, tout le monde est d'accord pour lutter contre le terrorisme. Mais il y a un soupçon qui est là. Parce qu'on ne se fait pas confiance. Et pour preuve, on a vu ce qui s'est passé dans ce pays. Et là, il n'y a plus de sérénité, il n'y a plus de dialogue. Lutter contre le terrorisme dans un pays comme le Sénégal, mais c'est l'islam que nous avons qui est le premier rempart contre le terrorisme. Et malheureusement, on n'est pas dans cette logique-là. On est à la logique française, on vote des lois. On vote des lois et dans ces lois, on ne définit pas concrètement le terrorisme. Qu'est-ce que c'est que le terrorisme d'un point de vue politique? Qu'est-ce que c'est que le terrorisme d'un point de vue de l'idéologie religieuse? Et au moins, les gens sont clairs que quand on parle de terrorisme, on ne parle pas de manifestations qui peuvent déborder, ce qui est malheureux, qu'on doit éviter. Et ce sont ces situations-là. C'est le fait qu'on n'a pas confiance. Parce que celui qui dirige le jeu aujourd'hui ne tient pas compte forcément des points de vue des uns et des autres. Quand il prend une décision, il va aller de l'avant. Des dialogues, on en a la journée du dialogue national qu'on avait initié, mais on l'a organisé une seule fois. Après, on l'a laissé tomber. C'est quand on a été proche des élections et qu'il fallait maintenant, il a gagné, il n'avait plus intérêt, il l'a dit lui-même, et là qu'il a ouvert. Mais même ces discussions qu'on a eues, mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles les gens ne sont pas d'accord. Moi, ce qui est important, c'est que
Et je resterai sur cette même idée que j'avais dit au début de l'émission. Si on veut développer ce pays, si on veut mettre les Sénégalais au travail, parce que ce n'est pas le gouvernement et 25 ministres qui vont faire le développement de ce pays, c'est tous les Sénégalais. Il faut qu'on donne à chaque Sénégalais cette liberté de pouvoir se réaliser, ce sentiment qu'il est le maître du jeu, qu'on ne peut pas lui enlever sa carte d'électeur, des cartes d'identité où c'est qui derrière ne peut pas voter alors que la personne a la majorité. Je trouve ça tout simplement absurde. Et on est encore en train de parler de fichiers électoraux. Dans quel pays développé on parle de fichiers électoraux? Quelqu'un qui a l'âge de pouvoir voter. Moi, je vis au Canada. Mais vous recevez votre carte d'identité, vous savez où vous allez voter et le problème, il est réglé. Mais dans ce pays... C'est le cas ici. Ah non, dans ce pays... Ma carte est là, je vous la sortir. Oui, mais il y a des... Oui, mais vous êtes peut-être une exception. Non, pas du Moi, tout. je sais que dans ce pays, il y en a. Ils ont une carte d'identité comme vous. Oui. Sauf qu'à la différence de vous, derrière la carte, c'est écrit « ne peut pas voter ». Pour des raisons objectives. Non, Mais la non, question pas de du tout. Non, mais attendez. Au fond, C'est un citoyen comme vous. est-ce que la question de fond, c'est C'est pas un citoyen c'est comme vous. aujourd'hui la Quand il voit des situation, citoyens comme moi, pourquoi il ne peut pas voter? oui, Mais la- il la- n'a pas fait... Je vous repose la question. Je vous la repose. Parce qu'il est candidat du Parti démocratique Non, pas sénégalais du tout, et parce que on a la intérêt loi, à l'éliminer. la loi l'interdit. Non, La mais loi que son père a laissée ici pendant 12 ans. Non, une loi qui a été changée Mais juste je voudrais, avant. je voudrais Personne comprendre- ne va répondre. je voudrais qu'on aille au fond des choses, au-delà de cette situation. Est-ce qu'aujourd'hui, la situation que nous vivons, ce n'est pas dû quelque part à l'absence de politique économique et sociale qui font que ça conduise à l'explosion dans tous les pays du monde et surtout le Sénégal n'est pas épargné. Mais la situation économique mondiale, elle est vraiment catastrophique pour tout le monde. Les Ça n'empêche pas de États-Unis, travailler, la ça France, n'empêche etc. pas de mettre en chose Oui, des bien choses sûr, claires. mais le Sénégal vraiment sort du lot en Afrique de ce point de vue-là. Maintenant, je reviens au parrainage. Mais le parrainage met le citoyen en action. C'est un parrainage citoyen. Ce sont les citoyens qui parrainent. Si on n'avait pas fait le parrainage, on aurait eu 100 candidats dans ce pays. Comment on peut organiser? On avait fait les élections législatives de 2017. Il y avait 40 et quelques listes. Mais si c'était la présidentielle avec 100 candidats, mais des candidats vraiment folkloriques. Mais les questions de fond, Mais les le questions consensus, économiques, le les consensus. Quel consensus? les questions économiques, l'absence de politique sociale hardie pour les populations. Ah oui. Mais C'est ça, est-ce le que nom. vous ne voyez pas ce que le président Macky Sall est en train de faire dans le monde rural? Les bourses de sécurité familiale. Les gens à Dakar disent que c'est pas grand-chose. On n'en Mais parle plus. il y a des gens qui sont partis de rien, qui n'avaient rien et qui ont maintenant quelque chose. Qui ont par exemple des troupeaux, qui ont de la volaille, mais qui ont quelque chose. Et ça, c'est important. Lui, Macky Sall, il vient de ce monde rural. Il est né à Fatick. Donc, il connaît bien les réalités Et quand il a fait sa première campagne électorale, il a fait le tour du Sénégal, je ne sais pas combien de fois. Moi, ce que j'ai jamais fait le tour entier du Sénégal, bien que j'étais journaliste, je connais certains endroits et pas d'autres. Parce qu'il a le souci des populations. Et ce que vous disiez tout à l'heure concernant l'économie qu'on doit territorialiser, mais c'est exactement ce qui se fait. C'est la territorialisation des politiques publiques. Le Puma, mais il a créé des structures pour cela. Mais ça nous permet d'aller au dernier point de notre débat qui est important, qui justement est en corrélation avec ce que vous venez de dire. Le variant Delta se propage dans le pays. Est-ce qu'il ne va pas d'anéantir tous les efforts qui ont été faits, dont il parle, des efforts économiques, sociaux, culturels, les impacts que ça peut avoir? Alors, le variant Delta, il arrive, mais tout le monde savait qu'il allait arriver. Hein. On a vu ce qui se passait en Inde il y a 2-3 mois en arrière. Donc, c'était quelque chose qu'on savait que ça allait arriver. Donc, c'est encore une fois l'occasion de rappeler aux Sénégalais de faire un effort sur les comportements, parce que c'est ça qui va permettre de ralentir la contamination, le temps que les gens puissent être vaccinés et qu'on évite les formes graves qui sont quand même le sérieux problème. Donc, pour moi, le variant Delta, il faut renforcer dans le bon comportement. Et c'est dommage que le président de la République ait été le premier à ne pas montrer le bon exemple à travers des tournées économiques. Au moment où l'Inde était en train de souffrir de ce variant Delta, c'est lui qui fait le tour du pays. Il faut avoir le courage de le dire. Nos leaders doivent être devant quand ils doivent montrer le bon chemin. Mais ça, c'est un point important. Non, je vais juste continuer sur ça. Juste continuer. Alors, il parlait tout à l'heure d'économie. Territorialisation des politiques publiques. J'étais quand même dans le cabinet de la décentralisation. L'acte 3, les premiers documents de l'acte 3 portaient ma signature. J'étais le conseiller technique numéro 1 à proposer ces choses-là. C'est bien de le dire, mais c'est peu de le faire. La décentralisation n'a même pas 4% du budget du Sénégal. Depuis que Macky Sall est là, on n'a pas dépassé le stade des 4%. Pour avoir promulgué la lettre de politique sectorielle validée par tous les acteurs de la décentralisation, nous demandions une fiscalité. Nous demandions énormément de choses parce que vous ne pouvez pas avoir de décentralisation sans financement. Dans les pays développés, l'OCDE,
les collectivités locales gèrent près de 50% du budget. Dans les pays émergents, c'est 35%. Dans la moyenne des pays qui ont souscrit à la décentralisation, on est à 25%. La moyenne en Afrique, c'est 7%, le Sénégal est à 3%. Donc, territorialisation des politiques publiques, on va en repenser. PUDC, c'est même pas 4% du budget. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de dire? C'est bien, moi, j'aime bien le budget. Mais à quoi sert un budget? D'emprunter sur le PIB, la création de richesses, de prendre sur les bénéfices, les salaires et les taxes. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait? C'est quoi l'impact? Je vais vous donner un exemple simple. De 2000 à 2012, quand Abdoulaye Wade était là, l'indice de développement humain est passé de 37 à près de 51. On avait une croissance de 0,7 par année. Développement humain. Depuis que Macky Sall est là, on fait le même ratio, on est à 0,4. Contre-performance du point de vue du développement humain, contre-performance du point de vue de l'évolution du budget, une croissance creuse. Et c'est pour ça que quand la pandémie est arrivée, ça a juste accéléré une économie déjà exposée des Sénégalais qui étaient dans le bana de tous les jours. Et ce qu'on demande... Justement, qu'est-ce que ce variant peut être comme Mais ce variant va avoir encore... Parce qu'il est beaucoup plus virulent. Et malheureusement, le seul moyen de lutter contre ce variant, c'est les comportements et la vaccination. Nous n'avons pas investi dans la recherche pour être en mesure de suffisamment dans la recherche au niveau de la santé, pour être en mesure de développer des vaccins. Il va falloir qu'on en commande, qu'on en cherche. Ça encore, c'est le défi africain de la recherche et de l'économie. Mais parallèlement, il faut les comportements. Mais voyez-vous, le retour du bâton des politiciens africains qui aiment avoir des populations pas éduquées, des populations pas formées, des populations toujours dépendantes de l'homme politique. Ils veulent appauvrir intellectuellement et financièrement les citoyens parce que c'est le seul moyen de les maintenir comme des moutons. Ce comportement-là a comme conséquence aujourd'hui, devant une situation où la seule chose qui peut nous sauver, c'est le comportement citoyen, nous avons en face de nous des populations qui ne sont pas éduquées comme ils le devaient, pas aidées pour qu'ils puissent être autonomes comme ils le devaient. Et le résultat, c'est quoi? C'est qu'ils ont du mal à faire face aux gestes barrières parce qu'ils doivent courir derrière les dépenses quotidiennes. Il y en a qui ne comprennent même pas c'est quoi le coronavirus. Ça, c'est un gros problème. Mais ce qu'il dit là, déjà, je réfute ça pour une raison très simple. Pourquoi? Même dans les pays les plus développés, il y a des gens parfaitement éduqués qui ont des doctorats et autres qui refusent de reconnaître le coronavirus. Donc ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas éduqués ou truc, etc. Il y a une sorte d'obscurantisme généralisé qui est favorisé. Bon, ça, c'est un premier point. Deuxième point, pour la territorialisation des politiques publiques, je vous demande d'aller voir mon ami le maire de Sandiara. C'est la vitrine de la décentralisation, d'une décentralisation qui réussit. À Sandiara, il a trouvé des financements et il a des projets qui sont en train d'être réalisés. Il est à féliciter. Malheureusement, c'est une exception. Ça devrait être la règle. Justement, mais cette exception va devenir la règle. Mais ça va demander du temps. On ne peut pas. 10 ans après. Mais au moins, il y a une exception positive qui est là, qui est à Sandiara. Il a du mérite, lui. Oui, exactement. Mais ce ne sont pas la vision. Mais, voilà. Comment on finance. Je vous donne non. Je ne pose pas le débat sur le plan économique, mais je vous donne un exemple qui est là, qui est patent, qui est connu, qui est à Sandiara. Ça, c'est une exception confirme une règle. Mais bon. Ensuite, en ce qui concerne le variant. Le variant, oui. Le variant. Qui menace l'économie de façon globale. Qui menace toutes les économies. Il n'y a pas d'autre solution que la vaccination. C'est ce que disent tous les spécialistes dans le monde entier. Joe Biden vient d'attaquer frontalement Facebook pour dire qu'il véhicule des messages. Et d'ailleurs, beaucoup d'opposants aussi véhiculent ce type de messages qui sont des fake news, qui passent le temps à manipuler la population et à dire des mensonges. Il faut oser le mot. Et ça participe de la désinformation qui amène les populations à ne pas croire à l'efficacité du vaccin. Tout à fait d'accord, moi c'est qui parle irresponsable. ici, moi j'ai déjà fait mes 2 vaccins. Pareil. Et à Anne Village, dans mon quartier. Et à l'époque, les gens ne venaient pas. Maintenant que les vaccins sont un peu rares, maintenant les gens commencent à prendre conscience. Mais ce n'est pas seulement le problème du Sénégal. En France, Emmanuel Macron a été obligé, il y a moins d'une semaine, de sortir et de parler de manière vigoureuse. Le lendemain, 3 millions de Français se sont inscrits pour se faire vacciner. Ils ne voulaient pas se faire vacciner jusqu'à maintenant. Et d'ailleurs, il y a des Français qui ont envoyé une préfecture pour refuser de se faire vacciner et d'être contrôlés ou qu'on les empêche d'aller au restaurant ou je ne sais pas où, avec ce qu'ils appellent le pass sanitaire. Mais ici, il faut qu'on trouve d'autres moyens que le confinement, parce que nous sommes dans une économie qui est une économie informelle. Le confinement n'est pas une solution. Mais le port des masques est possible
et que les hommes politiques qui sont dans les régions et ailleurs devraient, dans le budget, trouver des moyens quand même de donner des masques aux populations. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de communication du gouvernement aujourd'hui? Mais là où le chef de l'État sort en disant aux gens évitez le rassemblement, évitez de faire ceci, on voit des ministres qui font des convois. Ah oui. Pour aller dans les régions, en ce moment où je vous parle, les bus sont bondés, les jeunes quittent l'université pour aller dans les régions. Là, est-ce qu'il y a un problème de communication grave, de contradiction? Il y a un réel problème de communication. Et on ne peut pas demander aux Sénégalais de rester chez vous, ne vous rassemblez pas. Non. Des ministres du gouvernement font des bus où ils mettent des gens. De communication, la communication, comme vous le savez, d'ailleurs, c'est très souvent, ça doit être d'ailleurs de manière systématique, ça doit être par l'exemple. Ah ouais. Mais si on a dit ça, on la balle aussi du côté de l'opposition. Le 23 juin. Le 23 juin, donc ceux qui ont fait le 23 juin, c'est-à-dire le pouvoir en place, le régime en place et ses alliés, Benno Bokk Yaakaar, ont fait un grand rassemblement à Place de la Nation qui a été un immense succès. Et de l'autre côté, une opposition qui n'a rien à voir avec ce 23 juin s'est permis de faire un autre rassemblement à Grand-Yoff. Donc il y a eu des rassemblements concurrents. Et tout ça a favorisé peut-être l'explosion ici à Dakar. Parce que le problème, c'est ici à Dakar. Par contre, les tournées du président à Kédougou, Kaffrine et ensuite dans le nord du pays, on n'a pas vu d'explosion. Mais les bus, les bus sont en train de partir en ce moment. Non, en ce moment, Dakar Dem Dik vient de décider de ne même plus... Non, il y a des bus qui sont à l'université, qui sont en train de mettre des étudiants et de partir dans les régions, financés par des ministres, des caravanes. Bon, ça, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'officiellement, aujourd'hui, Dakar Dem Dik a arrêté même ces transports commerciaux. Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas de contradiction dans la communication en disant aux gens, ne vous rassemblez pas, ne faites pas ceci? Des ministres de la République, qui sont conseillers des ministres, qui ont entendu la communication des présidents, quand même prennent des bus qui vont à l'université, prendre des étudiants pour les amener dans les régions. Alassane, je suis vraiment désolé. Il ne s'agit même pas d'un problème de communication. C'est quel problème? C'est un problème de leadership. Parce que communiquer, on peut faire des erreurs dans la communication, mais on peut avoir un bon fond, avoir une bonne vision et avoir de bons objectifs. Avoir un bon comportement et mal communiquer parce qu'on n'est pas un professionnel de la communication. Ici, il ne s'agit pas de ça. Ce dont il s'agit, c'est des gens qui font exactement le contraire de ce qu'ils disent. Tout simplement. Et c'est le leadership positif. Le fait de dire aux gens, il ne faut pas vous rassembler. Moi, je n'organise pas de 23 juin. N'organisez pas. Si vous le faites, les autres ne le feront pas. Quand on est président de la République, on n'est pas président de la République pour rien. On est une institution. On doit impulser des dynamiques de bon comportement, de leadership, de création de richesse, des dynamiques qui font l'éloge de certaines valeurs, le travail, le respect, la conscience citoyenne. Mais si celui qui voit le variant Delta en train de décimer l'Inde, c'est lui-même qui organise les tournées à l'intérieur du pays, qui prend le virus à Dakar et qui l'amène ailleurs. Ce sont ces ministres, ces DG qui organisent des bus. Facebook est inondé de photos, d'affiches, monsieur tel, directeur de telle agence, convoi des bus. Donc c'est eux qui vont prendre les virus, qui vont l'amener à l'intérieur du pays. Et pendant ce temps, parce qu'il faut, des fois, il faut accompagner les populations. Les populations iront fêter cette fête de la Tabaski. Malheureusement, on ne devrait pas le faire, mais ils vont aller le faire. Oui, bien sûr. Et ce n'est pas une bonne raison de Dakar Dem Dik de ne pas les accompagner. Parce que si Dakar Dem Dik ferme les robinets, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont prendre les Ndiagadjaï. Ils vont prendre les Ndiagadjaï. Et on va avoir... Tout ce qui devait passer par Dakar Dem Dik vont aller prendre les Ndiagadjaï et vont encore aller. Donc, gouverner est un ouvrage de raison et d'intelligence. Il faut faire preuve d'honnêteté et avoir une confiance au savoir. Xam-xam mooy yor réew. Le bon exemple, le bon comportement. On ne peut pas utiliser tout le temps la ruse et la communication, le mauvais comportement et penser que ça va impulser des dynamiques citoyennes, que ça va impulser des dynamiques de création de richesse, ça n'avancera pas. Et c'est pas parce qu'il y a certains obscurantistes en Europe il y a les thèses des qui ont développé cette logique de tout le temps être contre le gouvernement, qu'il faut comparer ça aux Sénégalais ici, qui malheureusement n'a même pas son entrée en sixième, n'a pas aucune forme de formation, on lui a jamais dit ce que c'est que les citoyens, il sait même pas ce que c'est, vous lui expliquez qu'est-ce que c'est que les microbes, les bactéries, parce qu'il n'est pas éduqué tout simplement. Et celui-là, si on l'avait éduqué, si on avait pris le temps de l'informer, mais c'est quelqu'un qui a bonne foi et qui peut faire confiance à l'État. Mais c'est ce que l'État ne fait pas. Il faut faire cette dissociation. Et ça, je pense que vous qui êtes dans le milieu de la presse, vous êtes les premiers, vous professionnels de la presse, à dire aux membres du gouvernement, revoyez votre communication. C'est pas moi qui le dis, je vous ai entendu plusieurs fois le dire. Donc, laissons à César ce qui appartient à César. Ça vient même pas de moi, ça vient des professionnels pour dire revoyez votre communication, parce que votre communication, elle n'est pas bien faite, mais pire encore, vous faites exactement le contraire de ce que vous demandez que les autres puissent faire. Donc, quand on est dans ce contexte-là, moi, vous savez, on peut ne pas être d'accord sur nos orientations, nos choix politiques. Mais il y a quand même des bases sur lesquelles nous devons être. Il y a le pays. Le Le Sénégal. Il faut avoir l'honnêteté de dire
Le Sénégalais là, qui se lève le matin, qui est obligé de se débrouiller, qui ne comprend pas ce qui se passe, il a besoin d'être guidé, d'être éduqué, d'être informé. Lui, il ne peut plus retourner à l'école. Il est déjà adulte. Il a la dépense quotidienne qu'il doit aller chercher. Je comprends ce que vous voulez dire, mais comprenez ce que je veux dire aussi. Il a besoin qu'on l'informe juste et vrai et qu'on lui montre le bon comportement. C'est tout ce dont il a besoin. Et c'est tout ce qu'on demande à nous. Aujourd'hui, face à cette situation, il y a des scientifiques comme Cheikh Sokhna qui sont levés à dire, mais écoutez, c'est très grave. Il faudrait qu'on aille voir les porteurs de voix, à faire la tournée des khalifes généraux, des mourides, des tidjanes, des Ndiassane, l'église et tout, pour qu'il y ait une réunion entre ces khalifes-là, ces religieux-là, pour parler à la population par rapport à la propagation du virus Delta. Parce que la situation est extrêmement dangereuse. Beaucoup de Sénégalais aujourd'hui sont dans les hôpitaux, qui sont pratiquement débordés. Il y a un problème d'oxygène qui se pose dans ce pays-là. Et tout le monde est en danger de mort. Non, mais ce que vous dites, les chefs religieux font partie de la société et sont des voix prépondérantes, très importantes pour la communauté. Donc ces chefs religieux doivent s'engager dans ce combat pour la communication et pour pousser les populations à agir de manière positive pour combattre ce virus. Ça, c'est normal. Maintenant, la communication, il faut la considérer aussi du point de vue de l'opposition, qui est dans les manipulations. Ça, il faut le dire et le dire à haute et intelligible voix. Les fake news, les manipulations, Facebook, les réseaux sociaux, etc. Mais vraiment noyer les esprits dans des mensonges. Macky Sall est un ingénieur. Il est un géologue. C'est un homme de science. C'est pas quelqu'un qui va favoriser des contaminations dans le pays. Il a toujours porté son masque. Il a fait un clip d'ailleurs où il montre comment il faut se laver les mains, etc. Mais nous sommes dans un pays où l'économie repose malheureusement grandement sur l'informel. Et par conséquent, on doit tenir en compte de ça. Ce que vous dites sur Dakar Dem Dikk, je suis d'accord avec vous. Dakar Dem Dikk a pris une mesure que moi, je n'approuve pas. Il faut accompagner les gens, parce que de toutes les façons, les gens iront dans les régions. Parce que le président a été dans les régions. Voilà, ça va devenir plus grave d'ailleurs. Parce que si c'était Dakar Dem Dikk, on peut canaliser et ne faire entrer que le nombre éviter les surcharges. Et éviter la surcharge. Mais parce que maintenant, ça va être les Ndiaga Ndiaye, les clando et je ne sais quoi. Et les prix de transport vont augmenter, vont flamber encore. Justement, voilà. Et ça va encore, d'un point de vue des politiques, les populations seront en colère. Et Dakar Dem Dikk ne devait pas jouer ce jeu-là. Bon, alors là, je suis totalement d'accord sur ce plan-là. Mais ce que je dois dire aussi, c'est que l'opposition doit jouer sa partition et elle-même éviter les rassemblements. Absolument. Mais justement, M. Fofana, là où on en est aujourd'hui, où le variant qui menace tout le monde, tout le monde est aujourd'hui, nous sommes tous en danger. Parce qu'on ne sait pas où on va choper le virus. Partout, les gens essayent de faire autant que faire se peut pour éviter de contracter la maladie. Mais est-ce que l'opposition et le pouvoir, les Sénégalais, de façon, je ne dois pas parler d'une même voix par rapport au virus? Parce qu'au fond, c'est le pays qui est menacé. Vous savez, je suis vraiment attristé quand je vois des comportements qui menacent la vie de nos citoyens et peu importe le bord où ça se situe. Moi, je ne suis pas dans cette lecture binaire où tout ce que fait Macky Sall, c'est bien, je cherche des excuses, et même quand l'opposition fait des efforts, on ferme les yeux. Je ne suis pas dans ces logiques-là. Et je le dis. Par contre, il faut comprendre que l'opposition est dans une posture d'opposition. Il ne partage pas le projet qui est en train d'être en cours. Moi qui vous parle, je ne partage pas ce projet-là. Pour moi, le plan Sénégal émergent est un échec. Je vous ai montré des indicateurs clairs qui montrent que notre économie n'est même pas sortie de l'informel jusqu'à parler d'émergence. On est loin. Les secteurs agricoles, pêche, regardez, aujourd'hui, nous ne sommes même pas capables d'exploiter le potentiel qui est dans nos océans. On signe des contrats avec l'Union européenne qui viennent prendre nos poissons pour ensuite financer leur industrie et nous revendre les produits des industries. Je pense que mettre des boîtes de conserve et mettre du poisson dedans, je pense qu'on en est capable quand même. On est peut-être des Africains là, je pense que les gens ne croient pas aux Africains. Moi, je crois aux Africains. Je pense que tout ce qu'un Français, un Chinois peut faire, l'Africain peut le faire si on lui permet de s'éduquer, de se former, si on l'accompagne, on finance ses industries, on met en place un système financier capable qu'il faut à la place qu'il faut. Il faut mettre les hommes à la place qu'il faut. Et puis, il y a une chose qui est claire. On ne peut pas. Et c'est impossible. Financer notre économie quand on renonce à la souveraineté monétaire. Vous l'avez dit tout à l'heure, combien la France a utilisé la planche à billets pour faire face au coronavirus? Combien le Canada a fait utiliser la Banque centrale? Financer le potentiel économique des Canadiens. C'est à ça que sert une monnaie. Une monnaie, ce n'est pas le billet de banque ou les pièces que vous avez dans votre poche. La monnaie, c'est la capacité
de faire de la création monétaire, d'avoir un taux directeur qui permet d'avoir un taux interbancaire suffisamment bas pour financer le potentiel économique des déficits de ce pays. Oui, mais attends. Si. Ça par contre, on ne peut rien y changer. C'est la règle au niveau, c'est la règle au niveau des États-Unis, c'est la règle au niveau du Canada. C'est comme ça que marchait la France, même l'Union européenne marche de cette manière. Donc, pourquoi les Africains, eux, n'ont pas... Et puis on dit que les Africains sont irresponsables. Nous ne sommes pas irresponsables. On a juste besoin d'un processus d'apprentissage, faire des erreurs comme tout le monde, apprendre et être capable de financer le potentiel de nos fils. Mais pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On laisse notre économie, le marché intérieur sénégalais, profiter aux industries qui sont à l'extérieur. On met en place un système financier, le franc CFA, qui, avec ce parité fixe, cette impossibilité de faire de la création monétaire, et puis on laisse les flux financiers bouger. Vous ne pouvez pas, même les étudiants en première année d'économie vous expliqueront ce que c'est que le triangle de Mundell. Vous ne pouvez pas développer une économie si vous ne faites pas des choix pour préserver le capital dans le pays, mettre en place un taux interbancaire suffisamment bas et obliger les banques à financer l'économie, suivant une politique de crédit qui respecte les garanties. Alors, ce qu'il raconte là, je suis totalement contre ça, parce que c'est pas vrai. Pour les raisons suivantes. Prenons les pays africains qui ont leur propre monnaie. Il y en a quelques-uns. Ils ont la planche à billets. Leur monnaie vaut 0. Vous allez tromper. La valeur d'une monnaie, c'est pas. Écoutez, vous ne pouvez pas. Vous vous trompez. La valeur d'une monnaie n'est pas. Vous ne pouvez pas être plus économiste que les économistes qui sont au niveau de l'État. Quand même, ces gens-là sont. La valeur d'une monnaie, c'est pas le taux paritaire. Le temps que nous est imparti, très rapidement. On a 20 secondes. Vas-y, allez-y. Cette question de planche à billets. C'est des pays d'abord forts économiquement et qui ont une machine économique qui peuvent le faire. C'est moi qui l'ai dit le premier en parlant des États-Unis. Mais non. Mais c'est moi qui l'ai dit le premier. Je le sais très bien. Mais ce que vous dites ne tient pas la route. Parce que pour une raison évidente, ces pays africains qui ont leur propre monnaie sont une catastrophe. Et vous le savez très bien. Parmi les plus puissants, qui est le Nigeria, pour oser le citer, mais son naira, ça ne vaut pas. Voilà. Les problèmes du Nigeria n'ont rien à voir avec la monnaie. Ils ont 50 fait euros, vous avez 57 000 francs d'un pays que je ne cite pas. Non, mais vous avez parlé. Qu'est-ce qu'on reproche à la Chine? On reproche à la Chine de faire baisser sa monnaie suivant son cycle. Mais bien sûr. La valeur de la monnaie. Mais la Chine n'est pas le Sénégal. De votre économie. Je prends l'exemple. La Chine n'est pas le Sénégal et vous le savez très bien. La Chine est une puissance. C'est ça le problème dans ce pays, c'est que. C'est lequel? Nous ne sommes pas capables de prendre des instruments que tout le monde utilise partout dans le monde. Mais parce que nous n'avons pas les mêmes moyens que tout le monde. Oui, mais le temps. On ne croit pas à l'Afrique. C'est une question de force et de moyens que nous n'avons pas. Le temps qui nous est imparti est terminé. Merci Mohamedou Dia, journaliste et écrivain. Merci aussi à Moussa Balla. En tout cas, ça a été un plaisir d'échanger avec mon aîné. Franchement, ça fait plaisir. Merci d'avoir écouté L'Air du Temps. Joyeux anniversaire de Nelson Mandela. S'il était là, il aura 103 ans. Il a marqué l'Afrique. C'est l'un des plus grands visionnaires du monde. Absolument. Merci Mandiba. Vous écoutez e-Radio 90.3, la première radio